salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo peut-être un petit peu spéciale, une vidéo que tu as pu voir qui est sortie pas du tout comme d'habitude. En fait, je la tourne là, je ne sais pas parce que c'est dans le futur, mais dans un futur proche. Je vais la monter et je vais la sortir dans la même journée. Parce que en fait c'est une idée de ma conjointe qui est une très bonne idée de se rattacher à l'actualité et d'essayer de parler un petit peu de cinéma au travers de cette crise qu'on traverse par rapport au coronavirus. Alors peut-être tout de suite pour comment dire clore ce sujet-là vis-à-vis du coronavirus, à titre, bah, ça pas par rapport avec le cinéma, mais c'est vrai qu'ici au Québec, ça fait pas mal la une des journaux partout. Nous, on a un Premier ministre québécois, Monsieur François Legault. On a un Premier ministre aussi au fédéral, au Canada. Je dis au Canada, Monsieur Justin Trudeau, et peut-être que tu l'as vu déjà dans les infos. Sa femme, Sophie Grégoire, a été atteinte du coronavirus et elle est donc enfermée à la maison, en isolement, comme c'est le cas avec son mari qui est quand même le premier ministre, c'est-à-dire ce qui équivaut un peu au président quoi, de tout le pays. Et on a aussi des provinces, c'est un pays qui est fédéral, le Canada, on a donc des provinces, et le premier ministre, Monsieur Legault, c'est son nom, du Québec, jeudi avait donc déclaré, comme un petit peu partout, je pense qu'en France c'est un peu pareil, ou dans d'autres pays, la fermeture des écoles, la fermeture de lieux de rassemblement tels que musées, bibliothèques, piscines, etc. etc. Et l'isolement à la maison si possible. Comme un petit peu partout dans les pays occidentaux, il y a eu une pénurie dans les supermarchés de pas mal de produits de première nécessité, je te dirais comme le papier de toilette, des boîtes de conserve, ce genre de choses-là. On est allé faire nos courses, c'était un petit peu atypique, je te dirais. Et samedi, donc aujourd'hui on est dimanche, j'ai l'intention de sortir la vidéo, je te dis encore aujourd'hui, c'est assez épique pour moi quand même de tourner et de monter tout ça dans la foulée super rapide, c'est un peu spécial. Pas mon style, j'aime pas ça faire ça dans la précipitation. Et puis en même temps, j'ai fait quand même pas mal de travail de recherche hier là-dessus aussi, et j'ai fait ça aussi assez rapidement, d'habitude j'étale ça un petit peu plus. Bref, parenthèse fermée, samedi, Monsieur Legault a déclaré l'état d'urgence urgence santé ici au Québec. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un confinement, on ne peut absolument rien faire. Le pays, le Canada, est hermétiquement fermé. Donc il y a très peu d'avions qui peuvent atterrir ici. Quand ils atterrissent, tu as des contrôles drastiques, tu as un isolement de 14 jours pour la plupart des gens si jamais il y a le moindre doute. Et évidemment, en tant que Canadien, tu ne peux pas quitter le territoire, tu peux toujours, mais c'est fortement déconseillé, tu ne seras pas capable de revenir si jamais tu le fais. Et il y a une fermeture avec la frontière avec les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de cas aux États-Unis. Donc on est un petit peu dans cette crise en ce moment, dans cette actualité ici au Québec, comme un petit peu partout dans le monde. Et ma conjointe a eu l'idée de dire, mais on pourrait faire du coup comme sujet la pandémie au cinéma. Et pour une fois, elle a fait son propre top 5 que j'ai respecté. Donc ça va être le top 5 de ma conjointe par rapport à la pandémie au cinéma. Et elle a, je te l'ai dit tout de suite, elle a écarté de manière volontaire tous les films qui sont des films par rapport aux zombies, aux morts-vivants, etc. On va réellement parler de maladies, de contagion et comment c'est traité dans le monde du cinéma. Et on va voir ça tout de suite. Donc c'est le top 5 de ma conjointe. À noter aussi, peut-être dernier petit élément, que ce qu'elle m'a dit, que c'est dans ce top 5-là, tous les réalisateurs de ces films-là, peut-être à part le premier, mais tu vas vite comprendre, mais les réalisateurs de ces films-là font partie de son top 20 de ses meilleurs réalisateurs. Donc on va voir un petit peu c'est quoi ses goûts. Et on voit ça tout de suite. Alors, premier film, The Stand, ou Le Fléau, qui n'était pas réellement un film d'ailleurs, qui est plus une télésérie qui est passée à la télé, comme le nom l'indique, et qui est une télésérie qui donc commence et termine. Donc c'est une télésérie de 1994 en deux parties qui duraient 6 heures, c'était deux parties de 3 heures, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, alors c'est 7.2 sur 10 sur IMDb, avec notamment Gary Sinise, Rob Lowe, Molly Ringwald notamment. Le budget c'était 28 millions, je n'ai pas trouvé les revenus parce qu'avec la télévision c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors selon ma conjointe, c'est un film qui est très intéressant et qui évidemment s'inscrit directement dans la thématique du sujet d'aujourd'hui, donc la pandémie au cinéma.
Parce qu'on a un virus dans la continuité narrative qui atteint en fait 99,4% de mortalité à travers la planète. Donc on a réellement les quelques survivants qu'on suit au travers de la narration qui sont très très peu, quoi. Très 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 peu, qui en fait ont développé une immunité à ce virus-là de manière naturelle et qui sont très très peu. Donc c'est assez intéressant, évidemment, c'est dans un univers aussi post-apocalyptique. C'est une télésérie que moi j'avais vue à l'époque, que je trouve évidemment pertinente par rapport au sujet, comme l'a dit ma conjointe, on est clairement dedans. C'est quelque chose que j'avais trouvé excessivement bien travaillé, très bien joué. J'avais bien aimé à l'intérieur. Alors évidemment, tu as toujours un petit peu, comme dans ces films de Stephen King, ces longues séries qui sont adaptées de ses romans quand même à la base. Cette espèce de, souvent, pas tout le temps, mais souvent, La Tour Sombre par exemple en est un aussi, cette espèce de périple que les héros vont suivre. Et donc ils s'en vont et au bout de ce périple à travers duquel ils vont avoir plusieurs péripéties, plusieurs aventures, ils essayent d'arriver au bout de leur cheminement qui est la fin du cheminement narratif et la conclusion de tout ça. Et en même temps, on apprend à se connaître, en même temps, on est un groupe qui n'est pas homogène et on essaye de fonctionner ensemble avec des caractères et des personnages travaillés de manière différente, qui font une cohésion ou qui font pas une cohésion à la fin du film, tout dépendant. Et dans ce film-là, ce qui était intéressant, c'est que tu as réellement deux groupes de personnes. Un groupe de personnes avec un leader charismatique qui est plus le light side, hein, comme on dirait dans Star Wars, et de l'autre côté, l'espèce de diable incarné, donc le dark side, qui lui aussi est un chef de groupe, et les deux qui, évidemment, vont se rencontrer avec comme objectif de détruire le chef du groupe qui serait le diable incarné afin de pouvoir mieux vivre. Il me semble que c'était afin d'avoir une vie bien plus stable. Il me semble que c'était à Las Vegas que ça se terminait ou quelque chose comme ça. Donc voilà, oui, c'est une télésérie, je pense, très pertinente. Je le répète, comme ma conjointe a pu le noter dans sa liste. C'est très très bon. Si tu l'as pas vu, ça manque clairement à ta filmographie. C'est peut-être un petit peu vieux, mais ça se regarde encore quand même. Et c'est entièrement dans le sujet. Très bonne télésérie. Merci beaucoup, ma conjointe, pour The Stand, le fléau. Isles of Dog en 2018 de Wes Anderson, qui est un réalisateur Wes Anderson que j'aime beaucoup, je vais en parler tout de suite. Peut-être pas tous ses films, mais au moins il a le mérite d'avoir une originalité vraiment atypique et une manière de faire ses films qui est complètement, qui est pas du tout ce qu'on voit habituellement dans le milieu du cinéma. Alors dedans, évidemment, ce sont des voix, puisque c'est un film d'animation. Tu vas retrouver les voix de Bryan Cranston, de Jeff Goldblum, d'Edward Norton, d'Harvey Keitel, de Scarlett Johansson, de Bill Murray, évidemment, qui est dans tous les films de Wes Anderson, etc., etc. Il y a énormément de monde dans ce film. 7,9 sur 10 sur IMDb. Alors voilà, Wes Anderson, pourquoi j'aime bien? Parce que d'abord, il y a un énorme travail de l'image. Quand tu regardes les films de Wes Anderson, chaque plan est travaillé dans l'arrière, j'allais dire le background en anglais, mais dans l'arrière-plan, tu as toujours énormément de choses pour chaque plan qui sont mis là et rien n'est mis au détail, chaque chose a son utilité. J'aime bien cette manière de filmer aussi en perspective. Souvent tu vas avoir des personnages dans le premier plan avec énormément de personnages en arrière-plan, un petit peu comme fait M. Night Shyamalan, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un travail très Hitchcockien, hein. C'est Hitchcock qui avait un petit peu inventé ça, cette manière-là, qui aussi Orson Welles avait travaillé de cette manière-là. Mais cette profondeur de champ, c'est très difficile à faire. C'est beaucoup de travail, c'est très technique. Il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent absolument pas passer par là et c'est excessivement artistique. Je retiendrai de lui The Grand Budapest Hotel en 2014, qui est juste exceptionnel comme film. The Fantastic Mr. Fox en 2009, qui est aussi un film d'animation. The Life Aquatic with Steve Zissou en 2004. Que j'avais un petit peu moins apprécié justement dans ce genre de film. Trop de longueur, c'est au niveau du scénario, ça m'avait un petit peu perdu. Mais quand même, je peux pas te dire qu'il n'y a pas de technique et que c'est pas quelque chose qui est quand même travaillé, même au niveau de la narration, même s'il y a des longueurs et que j'ai peut-être moins apprécié, c'est quand même des films qui ont une certaine qualité, ça c'est clair, beaucoup de travail, comme je le dis, je l'ai répété, je le redis, et The Royal Tenenbaum en 2004. Donc voilà, c'est Wes Anderson, donc c'est sûr que bon, voilà. C'est un très très bon film, The Isles of Dog. Peut-être un des films les plus aboutis, je te dirais, avec The Grand Budapest Hotel. Bien que Royal Tenenbaum était bien, mais The Grand Budapest Hotel était vraiment vraiment hyper abouti. C'est un très 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 bon film.
C'est un film que je ne voulais pas regarder, que ma conjointe a regardé et que finalement j'ai fini par regarder. Ça termine souvent comme ça. Euh, Eyes of Dog. Alors, pourquoi ma conjointe voulait en parler? Simplement parce que ça touche évidemment la santé animale et une sorte de complot qui est mis en place, puisque l'histoire du film, c'est un maire au Japon, dans une certaine ville dont j'ai oublié le nom, qui haït les chiens, qui est un gars pro-chat, et qui profite d'une grippe canine qui touche donc les chiens pour dire, voilà, il va y avoir une pandémie par rapport à l'être humain, ça va être transféré à l'être humain, cette grippe, on ne peut pas se permettre, donc on va bouter tous les chiens sur une île à déchets et on va les laisser vivre là, et nous comme ça, quelque part, on se débarrasse des chiens. Mais en fait, c'est un complot, puisque finalement, on apprend au fur et à mesure du film, spoiler alert, spoiler alert, je sais plus parler, que c'est pas nécessairement vrai. Donc, très bien fait, très belle thématique, c'est un film que mon fils a regardé beaucoup aussi, qu'il a beaucoup aimé, donc ça touche pas mal toute la famille. Peut-être au niveau des anecdotes de ce film-là, c'est que Wes Anderson, donc toutes les voix des acteurs qui sont là, tu as vu, j'en ai cité quelques-uns, sont quand même tous très très connus. Mais Wes Anderson avait ouvert une compétition ouverte à tout le monde pour aller faire la voix d'un des chiens dans ce film-là. Et en fait, la condition, c'était de donner 10 dollars à une organisation qui a été fondée par Martin Scorsese, qui se spécialise dans la préservation et la restauration de films à travers le monde, une organisation caritative qui n'a donc pas de financement. Alors, je trouvais ça intéressant, c'est vachement bien d'avoir soutenu ça, c'est bon pour le cinéma de toute façon, et du coup, ça nous permet d'avoir un catalogue peut-être plus avancé, notamment sur des films qu'on pourrait peut-être plus voir, et qui, grâce à cette organisation-là, fait en sorte qu'on puisse y avoir accès. Donc, Eyes of Dog, parenthèse fermée, mais quand même, c'est une belle anecdote, je trouve. Eyes of Dog, si t'as pas vu ce film-là, va le voir. Encore une fois, ça manque à ta filmographie. Wes Anderson, très grand réalisateur, beaucoup de travail. Il sort un nouveau film avec Chalamet en ce moment. Bill Murray notamment dedans. C'est un truc sur... je l'ai vu il y a pas longtemps, je me souviens plus du nom. French Dispatch, je pense. Je suis plus sûr. Ça se passe en France, etc. Partie en noir et blanc, partie en couleur, toujours avec les mêmes travails de caméra. Juste pour ça, pour moi, ça vaut la peine de le regarder, même si je colle pas nécessairement tout le temps à la narration. Très bon réalisateur, je terminerai là-dessus. Voilà. Dallas Buyer Club en 2013, en 2013 de Jean-Marc Vallée, 8.10, 8 sur 10, je ne sais plus parler sur IMDb. Avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Steve Zahn. C'est un budget de 5 millions, c'est un budget très petit, on va revenir là-dessus, avec des revenus de 55 millions. C'est un film qui est en plein carrément sur le sujet, parce qu'en fait, dans ce film-là, on va voir, selon ma conjointe, et elle a raison, la gestion d'une épidémie. Là, une pénurie de médicaments, mais on va comprendre un petit peu plus pourquoi, je vais t'expliquer en détail. Et évidemment, le protocole du FDA, cet organisme américain là, qui s'occupe justement de tout ce qui est épidémie, et notamment au niveau des médicaments. L'histoire, en gros, c'est qu'en 1995, à Dallas, tu as un électricien qui est joué par Matthew McConaughey, qui est une sorte de cow-boy de Dallas, hein, c'est au Texas, hein, donc sorte de cow-boy, macho, un peu ce que tu peux imaginer, de cliché de l'homme super-homme. Et qui, voilà, le gars qui est tout le temps en train de dire tout ce qui est pas homme et pas, voilà, tout ce qui est pas manly, qui est pas certifié pur bœuf. Bref. Et ce gars-là, finalement, contracte le VIH et se retrouve plongé dans un univers qu'il ne connaissait absolument pas. À savoir qu'une fois qu'il l'a contracté, lui, il pensait d'abord que c'était uniquement une maladie, on est en 1985 quand même, que c'était uniquement une maladie que la population homosexuelle contractait. Il se rend compte que non, parce que lui, évidemment, il avait des relations sexuelles non protégées, notamment avec des gens qui étaient des utilisateurs de drogue, certaines drogues. Et finalement, voilà, ça lui saute au visage, on lui dit qu'il a juste une trentaine de jours à vivre et que c'est terminé, on lui donne un traitement à suivre à base d'AZT. Il se rend compte du coup, le personnage, que l'AZT est à la fois aussi dangereux que inefficace, ça fonctionne pas vraiment, et il décide, lui, de prendre les rênes et d'aller faire une sorte de contrebande de médicaments antirétroviraux directement venus du Japon et de je sais plus quel autre pays, avec l'aide finalement
d'une personne transgenre jouée par Jared Leto. Il s'oppose naturellement au gouvernement américain, le FDA dont je parlais tout à l'heure, qui veut absolument pas que ça se passe. Et lui, il voit tout de suite les effets des médicaments antirétroviraux sur lui, puisque finalement son espérance de vie est augmentée grâce à ça. Et tu as également, ce qui est très intéressant dans ce film-là, comment dire, un changement d'optique du personnage par rapport à la société. Il n'est plus un gars anti-gay, il n'est plus un gars voilà, super pur bœuf comme je disais tout à l'heure. Il comprend la diversité, il comprend les problèmes d'une société qui devait être homogène et qui, en dépit de ça, fonctionne uniquement sur les différences et la discrimination. Donc c'était très intéressant comme film. C'est un film qui est, je suis très content qu'elle ait mis dans la liste, un film qui est réalisé par Jean-Marc Vallée, un réalisateur que j'aime beaucoup, principalement pour deux choses qu'il a fait juste avant Dallas Buyers Club, avant et après. Le premier c'était Crazy en 2005, qui est un film québécois que j'avais beaucoup aimé. Je regarde très peu les films québécois, ça tourne toujours un petit peu, je te dirais, autour de la même sauce. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, me semble-t-il, ça me revient en le disant. Mais ça, c'était un film qui était, ok, peut-être un petit peu simple dans la narration, mais juste pas hyper dramatique. C'était vraiment la manière dont il fallait traiter le sujet. Le comédien, c'est c'était Grondin, Jean-Marc Grondin, je pense, je sais plus exactement son prénom. Lui, il avait vraiment comme il faut le personnage, il savait exactement sur quelle note il fallait qu'il joue, c'était très très bien fait. Et évidemment, Big Little Lies en 2017, notamment avec Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, il me semble. Oui, c'est ça, le fils de Stellan. Il y avait qui là-dedans Reese Witherspoon. Il y avait la fille du chanteur, je ne sais plus. Bref, une pléiade d'actrices principalement, d'acteurs, mais d'actrices surtout dans cette télésérie-là de HBO, qui était vraiment fantastique, fantastique. Très très bonne télésérie. Après ça, ils ont fait une suite qui est produite par Jean-Marc Vallée, mais pas scénarisée par lui, et surtout le premier Big Little Lies, on va finir très vite là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais était l'adaptation d'un roman qui est terminé et qui n'avait pas de suite. Donc c'était un petit peu, voilà, Jean-Marc Vallée n'était pas vraiment d'accord le fait de faire une suite. C'était très très bon, Big Little Lies, si tu l'as pas vu, je te le recommande. C'est finement bien, encore une fois, écrit et réalisé. Ce qui est intéressant donc dans ce film-là aussi, le film Dallas Buyers Club, c'est que c'est un film à très petit budget. C'est un film qui a coûté uniquement 5 millions. C'est un film qui a été en partie financé par Matthew McConaughey parce qu'il ne trouvait pas de financement. Ça veut dire que c'est un film qui a eu 25 jours de tournage, c'est très très court, et qui en plus, sur le tournage, n'a pas eu de lumière. Une seule caméra à l'épaule, il n'y avait pas de lumière, c'est quand même assez fort. Une seule caméra à l'épaule, pas de cut. Fait que la plupart du temps, oui, il y a des cuts, évidemment, tu vas avoir des scènes coupées, mais la plupart du temps, il a essayé de limiter les cuts au maximum, jusqu'à tourner des fois pendant 15 minutes. C'est déjà arrivé. Donc on n'a pas un plan séquence de 15 minutes, mais on a quelque chose comme ça qui varie sur 15 minutes, où il tourne quasiment en continu. Ça donne une sorte de plan séquence, mais tu ne le verras pas en plan séquence. Bref, difficile à expliquer. Pas de répétition des acteurs, donc les acteurs jouaient leur propre scène, quasiment pas par rapport à Stanley Kubrick, quasiment pas dont je parlais dans la vidéo précédente, quasiment pas de répétition, pas de répétition, je veux dire, pardon, pas de reprise de scène. Donc on filmait quasiment une fois. Si on se trompait, on filmait une deuxième fois, mais pas plus que ça. Donc c'était assez, et la post-prod évidemment aussi ultra rapide. Donc c'est assez cool quand même, c'est un exercice très difficile. Un film vraiment très petit budget. Peut-être pour terminer là-dessus aussi, au niveau des maquillages, ils ont eu un budget de 250$ pour les maquillages du film, ce qui est très très peu, très 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 peu, et ils ont eu l'Oscar pour meilleur maquillage et meilleure coiffure. Donc c'est quand même vachement cool, c'est vachement bien. Dernière anecdote là-dessus, Jared Leto insistait sur le fait de rester entièrement dans son personnage tout le temps. Il y a un moment donné, il est sorti du tournage pour aller faire ses courses au supermarché, toujours dans son personnage. Et il a raconté qu'en revenant sur le tournage, il n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi négatif de par les regards réprobateurs qu'il avait au fur et à mesure de ses courses. Ce qui est encore, on est en 2013 à l'époque, 2012-2013, ce qui est hallucinant, quoi. C'est juste horrible. Donc voilà, si tu l'as pas vu, très grand film, très belle performance de tous ces acteurs-là. Jared Leto, Matthew McConaughey qui a perdu je sais pas combien de kilos pour le film, il est méconnaissable. Dallas Buyers Club, va voir le film si tu l'as pas vu. Ça manque à ta filmographie, c'est sûr. 12 Monkeys en 1995 de Terry Gilliam. Je suis très très content que ma conjointe ait mis ce film-là dans le top 5. C'est un film pour moi qui est cultissime.
Je l'ai vu au cinéma 2 fois. À l'époque, génial, génialissime. J'aime bien mettre des ici à la fin des mots. Avec, avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, David Morse notamment dans ce film-là. Le budget 29 millions est revenu à l'international 168 millions. Peut-être petite anecdote tout de suite, comme ça on va mettre ça à part. La plupart des acteurs, notamment Bruce Willis, voulaient absolument tourner avec Terry Gilliam et Bruce Willis a pris 0 salaire pour tourner dans ce film-là. Évidemment, c'est quand même pas une victime, il a touché plein de royalties quand le film est sorti, comme c'est la tradition dans le milieu du cinéma. Mais quand même, du coup, ça a permis à Terry Gilliam d'utiliser son budget principalement pour la production du film. Alors évidemment, ma conjointe l'a mis à cause dedans, comme elle l'a expliqué, de la quête du remède et de la contamination. Là, on est en plein dans le sujet par rapport au coronavirus, contamination ultra rapide de la population au niveau mondial. Le film est intéressant parce qu'il se place à différentes époques, c'est-à-dire en 2035, dans le futur, avec Bruce Willis qui est renvoyé dans le passé pour essayer d'endiguer cette contamination avant même qu'elle ne commence. Et ensuite, on a aussi 1990. Il se trompe, hein, les gars, il l'envoie en 90 au lieu de l'envoyer en 96. 1996 et 1917. Il se trompe aussi à un moment donné. Il se retrouve en plein pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas cool pour lui. Ce film-là est un film hyper bien travaillé. On est vraiment dans le sujet. On a du Terry Gilliam à 100% avec cet univers qu'on retrouve toujours dans la manière de fabriquer des films. Surtout, le futur. Le futur, je le trouvais exceptionnel. On a un Brad Pitt qui joue quelqu'un de relativement cinglé, peut-être un petit peu exagéré, je te dirais, mais quand même, ça fonctionne bien. Terry Gilliam avait demandé d'ailleurs à Bruce Willis de ne absolument pas faire aucun de ces traits communs qu'il fait dans tous les films, cette espèce de regard, cette espèce de choses qui sont ces traits distinctifs, sa marque de commerce. Ça, il n'avait pas le droit de le faire dans le film. C'est un film qui est hyper complet. C'est un film qui traite du sujet dont on vient parler, qui traite aussi du voyage dans le temps, mais d'une manière très réaliste, avec une boucle. La boucle est bouclée à la fin et on comprend que finalement le personnage principal ne s'en sortira très certainement jamais, de toute façon. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant comme film, c'est en plein dans le sujet. C'est un très grand Terry Gilliam. Terry Gilliam ne fait pas que des bons films non plus. Il y a des films qui m'ont un petit peu emmerdé de lui, mais il en fait souvent des bons. Je suis quand même un adepte de Terry Gilliam et surtout sa réalisation est toujours parfaite. Il y a une réalisation, encore une fois comme Wes Anderson, un travail des décors en arrière. Il y a quelque chose de phénoménal dans l'univers de Terry Gilliam et 12 Monkeys est peut-être un de ses films les plus symptomatiques par rapport à ça. Si on ne parle pas des Monty Python et du reste, hein, bien sûr. Au niveau des films américains, c'est peut-être un de ses meilleurs films, je te dirais. 12 Monkeys. Si tu l'as pas vu, L'Armée des 12 singes en français, je te le recommande. Merci ma conjointe encore une fois. Donc je terminerai avec son dernier film dans sa sélection qui est Contagion en 2011 de Steven Soderbergh. 6 sur 10 sur IMDb, je le trouve vraiment très bas noté par rapport à la qualité du film. Je te le dis tout de suite, c'est vraiment un très très grand film pour moi. Avec Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne notamment. Budget 60 millions et revenu à l'international 136 millions. Il y a aussi Marion Cotillard. Ma conjointe a voulu parler de ce film-là parce qu'encore une fois, c'est un peu comme 12 Monkeys, on est en plein dans le sujet peut-être un peu plus réaliste que 12 Monkeys, puisque on a un virus dans cette narration-là qui s'appelle MEV1. Et dans cette narration-là, d'ailleurs, ils font aussi référence à un moment donné au H1N1 et au SRAS qu'on a pu avoir ici. Le MEV1 qui a été donné par une chauve-souris qui a contaminé finalement un cochon, que le cochon a été cuisiné c'est ça, un boucher. Il a d'abord dépecé et serre la main à Gwyneth Paltrow qui finalement devient le patient zéro. Si tu n'as pas vu le film, spoiler qui devient le patient zéro et qui déclare une épidémie mondiale avec un taux de mortalité quand même élevé et très virulent, très très virulent comme virus. Donc c'était intéressant. Elle voulait en parler à cause évidemment de la gestion d'épidémie à travers la narration, du protocole de santé publique aussi qu'on voit en ce moment avec le coronavirus justement, avec l'organisme de santé publique mondial et qui là, c'est plus le CDC hein, qui existe aussi, le CDC, tu peux aller voir leur site internet qui est bourré d'informations sur le coronavirus en ce moment, le Center for Disease Control and Prevention. Avec mon accent particulier.
Film que j'ai beaucoup aimé, film de Steven Soderbergh, réalisateur que j'adore, vraiment beaucoup. Quasiment tous ses films, peut-être à part Ocean 12, puis Ocean 15 and 14 and 16. Juste le premier Ocean 11 que j'avais aimé, qui était le remake du film avec le Rat Pack, là. Comment il s'appelait voyons, en tout cas. Rat Pack. Ça me revient pas en tête et je veux pas non plus hésiter pendant 3 milliards d'années comme je fais d'habitude. Mais Frank Sinatra, c'est ça. Sammy Davis Jr. Bon, j'y ai. Dean Martin, j'y suis. Ça là. C'était le remake d'un film avec ces gars-là. C'était quand même très bien fait. Contagion, on retrouve toute la magie de Steven Soderbergh à l'intérieur. C'est un film qui est réellement monté comme une sorte de faux documentaire, mais qui reste pas un mockumentary, mais plus un film, une véritable narration cinématographique, très bien fait, filmé dans l'urgence due au stress, parce qu'on est évidemment proche des médecins, hein, la plupart du temps, qui sont au cœur de l'événement et qui essayent d'endiguer cette épidémie et de la contrôler, de trouver un vaccin dans l'urgence, d'essayer de comprendre d'où vient le patient zéro, qui est le patient zéro. C'est très intéressant. Là-dedans, tu as un personnage qui est joué, spoiler alert, par Jude Law, qui essaye de profiter de la situation pour faire mousser une sorte de médicament homéopathique afin de gagner plus d'argent, en disant que c'est le remède miracle, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est un gars qui est connu, il me semble, une sorte de journaliste internet qui se fait connaître et tout ça, et qui surfe un peu là-dessus, sur cette info-là qui est une mauvaise information. Donc on trouve dans ce film de Steven Soderbergh la thématique de la fausse information, hein, qui est en plein dans l'actualité à l'heure actuelle, où on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Donc à partir du moment où on a quelque chose comme le coronavirus en ce moment qui passe à la télé, c'est très intéressant. Du coup, ça renvoie là-dessus, je te dirais, c'est très intéressant de faire le tri dans les infos que tu peux avoir afin d'être sûr d'avoir les bonnes informations et pas uniquement des informations qui seraient ultra sensationnelles pour les médias et qui sont des fois, la plupart du temps, exagérées. Encore pire sur les réseaux sociaux où des fois tu peux avoir des photos et même des images qui ne sont pas du tout ce que la légende est en train de dire que c'est quoi. Et qui sont des trucs qui datent de 2016 ou 2014, mais voilà, ça marche bien. Donc, tu as quand même cette thématique-là qui est reprise dans le film de Soderbergh aussi. J'ai rien à dire de plus. Très grand film, bien réalisé, superbement bien joué, tous les acteurs jouent bien et hyper actuel par rapport au coronavirus justement. Ça te donne une idée un petit peu de où est-ce qu'on peut aller. Ça donne une idée surtout, sans vouloir faire du divertissement sur quelque chose qui pourrait paraître pénible, mais une comparaison par exemple avec ce qui se passe en ce moment à travers le monde. Et je pense, moi je suis au Québec, et je pense que le gouvernement au Québec, ma conjointe me le disait à la raison, a fait une très bonne gestion du coronavirus. C'est une très bonne gestion. On est bloqué à la maison. Je comprends pourquoi. J'ai pas de souci avec ça. Et je pense que du coup, on est loin d'être dans la panique, même s'il y a des pénuries dans les supermarchés, parce qu'il y a toujours des gens qui réagissent de manière un peu excessive. Mais on n'est pas dans la panique. C'est contrôlé, c'est géré. Et c'est très bien fait. Donc, je ne sais pas pour les autres pays, mais nous, ici au Québec, on est content. Donc, finalement, quand on voit ce genre de film, on comprend que les situations sont exagérées parce que les gouvernements font bien les choses. Et je ne suis pas quelqu'un de pro-gouvernemental, je ne parlerai pas de politique, mais je ne suis clairement pas quelqu'un de pro-gouvernemental. Mais comme disait ma conjointe, pour une fois, le gouvernement a pris les bonnes décisions et les a fait et les placé aux bonnes places. On se sent protégé en tant que citoyen pour une fois. Donc, Contagion, si tu l'as pas vu, ça te donnera peut-être une version un petit peu plus exagérée de ce qu'on vit en ce moment et qui arrivera, je l'espère, pas. Voilà, je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur la pandémie au cinéma. Je remercie ma conjointe qui est pas là, mais quand même, qui est en bas. Hein. Elle est dans la maison, on a le droit de sortir. Mais c'est ça, je voudrais la remercier quand même. De toute façon, c'était une super bonne idée. Je trouve son top 5 qui est un très bon top 5. La plupart des réalisateurs, je les apprécie beaucoup. Donc c'est parfait. Et c'était bien aussi l'idée de ne pas mettre justement des films de zombies, de morts-vivants, etc. De plus essayer de parler de contrôle de maladie. Oui, c'est une très bonne idée. Définitivement. Donc voilà. J'espère que tout le monde, je vais peut-être passer un petit message là-dessus. J'espère que tout le monde s'en sortira bien. Que cette crise sur le coronavirus se terminera du mieux possible pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens dans la population qui sont plus à risque, comme les gens plus âgés ou les gens qui ont une immunodéficience. Donc j'espère que ces gens-là s'en sortiront aussi et que le protocole qui a été pris en place par les différents gouvernements
va fonctionner et surtout va être respecté par la majorité de la population parce que ça c'est hyper important. Si tu respectes pas, mais là la maladie, c'est parce que ça devient, vu qu'on n'a pas de vaccin à l'heure actuelle, c'est sûr que toi, tu es peut-être en santé, donc c'est pas un problème pour toi. Tu penses que tu vas juste attraper un petit rhume et puis ça va. Mais si la personne à côté de toi a une maladie chronique, comme le diabète ou autre, ça peut être hyper grave pour elle. Donc c'est important de vraiment respecter les consignes des gouvernements. C'est pas pour nous faire chier. C'est vraiment là pour essayer d'améliorer la situation au mieux. Et j'espère que la situation va s'améliorer, va se rétablir de la meilleure manière possible. Je le souhaite sincèrement. Voilà, j'ai terminé mon message là-dessus. Je ne peux pas être non plus moralisateur. Donc, pour le reste, on va faire la conclusion. Pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de laisser des commentaires, des questions, des suggestions, bien sûr, dans les commentaires en dessous. J'essaye la plupart du temps d'y répondre le plus que je peux. Même s'il n'y en a pas trop, mais c'est pas grave, j'y réponds quand même. Et puis, mais j'ai une autre chaîne, donc je suis quand même très occupé. Et en plus, j'ai aussi une vie active et une vie de famille. Je rentrerai pas dans les détails. De laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye. C'est agressif ton pouce. Beau pyjama.